Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. On poursuit notre série consacrée aux élections régionales. Notre invitée ce soir est la candidate socialiste Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez la bienvenue. Face à vous, Lionel Favreau, notre expert politique. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine qui, je le rappelle, est partenaire de l'émission. On va rappeler aussi votre CV rapidement, Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez été ministre durant tout le mandat de François Hollande, notamment ministre de l'Éducation. Auparavant, vous aviez été vice-présidente à la région du temps de Jean-Jacques Queyranne, adjointe de Gérard Collomb à la ville de Lyon également. Et en 2017, vous avez perdu lors des législatives à Villeurbanne et vous avez arrêté la politique pendant 4 ans. Vous avez travaillé pour un institut de sondage et pour une ONG. Désormais, vous êtes donc de retour sur la scène politique. Retour gagnant, retour perdant, ce sera le verdict des urnes. Quelles sont vos priorités pour la région, vos objectifs? On va vous poser la question. La gauche peut-elle vraiment renverser Laurent Wauquiez en étant autant divisé au premier tour? On en parle donc avec Najat Vallaud-Belkacem, invitée de Lyon Politique. D'abord, petit retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec ces tags racistes qui ont été inscrits sur vos affiches électorales à Bron. Retourne au Maroc, la France aux Gaulois, voilà le style de message. Une plainte a été déposée. Est-ce que les auteurs de ces tags ont été arrêtés? Et si vous les aviez en face de vous, vous leur diriez quoi? Alors, pas à ma connaissance, je ne pense pas. Si je les avais en face de moi, je les inviterais tout simplement à un débat, un débat politique, démocratique, sur le fond. Parce que finalement, ces insultes et ces injures, c'est quoi? C'est la dégradation continue du débat politique dans notre pays. Est-ce que c'est une forme de banalisation d'un discours de haine? C'est une banalisation, en effet, d'un discours extrémiste. Mais honnêtement, avant de le voir écrit sur ces affiches, on a l'impression qu'il a fallu le voir écrit sur ces affiches. Il y avait des tweets dans pour en prendre conscience. Mais c'était déjà très présent sur Internet, c'est très présent évidemment à longueur de temps dès que vous allumez votre télévision. Vous vous rendez bien compte qu'il y a eu une extrémisation de la parole. La faute à qui? Eh bien, la faute d'abord à des formations politiques qui passent leur temps à courir après les thèses de l'extrême droite. Vous avez reçu le soutien des autres candidats? Oui, et d'ailleurs, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Sans exception? Sauf le Rassemblement national, à ma connaissance. Mais oui, c'est bien que les autres candidats se soient exprimés. Mais maintenant, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur notre responsabilité à chacun dans cette libération de la parole et dans ces discours de haine. Parce qu'au fond, moi, qui ai ce genre d'injures à mon endroit, si vous voulez, j'y suis un peu habituée et c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Mais moi, je pense à tous ceux qui se prennent ça dans la figure à longueur de journée et qui n'ont pas la carapace que je peux avoir ou les moyens de se défendre que je peux avoir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer. Puis surtout, il faut tirer la sonnette d'alarme sur la désagrégation de notre débat politique. On mérite tous mieux que ça, un peu de respect, un peu de dignité. On est à 2 semaines, grosso modo, de ce scrutin des régionales et vous plafonnez toujours autour des 10% dans les sondages. Est-ce que votre retour n'est pas d'ores et déjà un échec dans le sens où vous n'avez pas réussi à impulser cette dynamique, cet élan, ce leadership à gauche comme vous l'espériez? Mais la question qu'il faut se poser, et que vous devriez vous poser vous aussi comme observateur, c'est y a-t-il campagne en fait? Non mais sérieusement. C'est-à-dire que nous autres candidats, en tout cas certains d'entre nous, Laurent Wauquiez, on a clairement compris que son intérêt était d'en faire une non-campagne. Mais nous autres candidats qui nous démenons, pour certains depuis des mois et des mois, pour d'autres plus récemment, eh bien, tout cela paraît assez virtuel. En effet, les rapports de force évoluent très très peu dans les enquêtes d'opinion, mais surtout, c'est le constat qu'on fait, c'est que les gens sont à peine informés qu'il y a des élections régionales. Je vais vous donner une anecdote qui est quand même croustillante. J'étais hier avec des agents de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans la discussion, je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas conscience de quand avaient lieu les élections. Et de qui vous étiez peut-être alors, non? Non, ça pour le coup, candidate, on en a donc discuté. Élection. Oui, non mais je veux dire, ils ont conscience que je suis candidate, mais quand ont lieu les élections? La vérité, c'est que tout est fait dans cette campagne pour tuer le débat. Vous voulez dire qu'il n'est pas la descendu, faute à Laurent Wauquiez, il n'est pas descendu assez vite dans l'arène politique? Lui est descendu en effet très tardivement, tout en faisant campagne évidemment avec les moyens de la région. J'espère que vous n'allez quand même pas me contrer là-dessus pendant très longtemps, mais il est descendu tardivement, il se refuse au débat. Vous en savez quelque chose, puisqu'un débat normalement était programmé sur votre propre chaîne et qu'il l'a refusé. À tous les sortants, y compris à Macron en ce moment. Mais d'accord, et donc vous en pensez quoi? Non, vous mais trouvez que c'est bien pour le débat un commentaire régulier et c'est compliqué à contrecarrer pour les opposants. Mais si vous vous dites, est-ce que vous avez fait une erreur pour que la campagne soit plus offensive? Et troisièmement,
troisièmement, alors je pense que moi j'ai été assez offensive, au contraire, d'ailleurs vous me l'avez souvent fait remarquer et je vais continuer à l'être parce qu'il y a des raisons d'être offensif face à ce président sortant. Mais troisièmement, le fait est que les gens ne sont pas vraiment dedans. Donc je pense qu'il y a un besoin encore plus important que par le passé, d'une pédagogie sur ce que sont les compétences de la région, à quoi ça sert d'aller voter. On y viendra, mais est-ce que vous vous dites que vous pourriez être en dessous des 10%, donc la relégation, la non-présence au second tour? Mais vous savez, moi, personnellement, je ne me présente pas à des sondages, je me présente à une élection. Si vous voulez, je fais encore la différence entre les deux. Je me présente à des élections. Et donc, je considère que pour que les élections aient lieu en bonne et due forme, les gens doivent être informés sur la tenue de cette élection. Mais vous ne cherchez pas des fausses excuses. Et donc, non mais attendez, c'est aussi notre rôle comme candidat de faire œuvre de cette pédagogie-là. Je vous dis simplement que dans ma perception des choses, la campagne, si elle a démarré peut-être il y a 3-4 jours. Avant, tout ce qui s'est passé avant était en réalité donc du vous virtuel. espérez encore pouvoir faire bouger les lignes si on vous suit. Oui, c'est maintenant que la campagne on va avancer sur le programme et sur les dossiers de fond. La gauche est dispersée pour le premier tour, vous serez unis pour le second tour, vous l'avez affirmé, vous voulez faire équipe notamment avec la candidate écologiste Fabienne Grébert. Pour autant, il y a des points de division, des désaccords, notamment sur le dossier Lyon-Turin, grand projet ferroviaire européen. Les Verts sont contre, ils trouvent que ça coûte trop cher, que c'est trop destructeur pour l'environnement, ce chantier. Il faut donc arrêter les travaux. C'est ce que dit Fabienne Grébert qui veut exploiter les lignes existantes. Écoutez-la. Moi, je ne me sens pas de leur dire, écoutez les amis, vous avez des maladies respiratoires, il y a 70 morts prématurés dans la vallée de l'Arve liées à la qualité de l'air, à la mauvaise qualité de l'air, mais attendez 2040 que le Lyon-Turin soit en service. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, nous allons mettre des camions sur les trains tout de suite en développant une offre ferroviaire digne de ce nom. Nous avons déjà mis 1 milliard d'euros sur la ligne entre Dijon et Modane. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre des camions sur les trains? Est-ce que ce dossier pourrait faire capoter une alliance à gauche pour le second tour ? Non, c'est un dossier sur lequel, en effet, nous n'avons pas les mêmes positions. Et d'ailleurs, je ne comprends pas les positions d'Europe Écologie Les Verts, sérieusement. Parce que, de tous les points de vue, j'entendais Fabienne Grébert évoquer la pollution de l'air et le quotidien que c'est pour les habitants de la vallée de l'Arve. Ben oui, clairement, on doit sortir les poids lourds qui circulent dans cette vallée. Donc, le Lyon-Turin nous laisse la possibilité de mettre 1 million de poids lourds sur les rails. C'est une réponse à apporter déjà à la santé des habitants. Du point de vue du projet en lui-même, qui n'est même plus un projet, d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui va démarrer, le Lyon-Turin. On voit les images, il y a déjà le chantier. Très bien, le Lyon-Turin, c'est un chantier qui a déjà démarré, qui est indépendant de la région, qui est un chantier entre la France, l'Italie, l'Union européenne. Et donc, de toute façon, les choses sont déjà lancées. Donc, est-ce que la réponse, sérieusement, c'est de dire on va fermer tout cela, on va arrêter des travaux qui ont déjà commencé? Non, on sait bien. Donc, la seule question qui reste de la responsabilité de notre région, c'est utilise-t-on ce Lyon-Turin qui existe pour améliorer les voies d'accès qui vont permettre finalement entre Lyon et Grenoble, Lyon, Chambéry, Lyon-Annecy, tous les candidats sont pour les petites lignes. D'améliorer justement la circulation des voyageurs, d'améliorer la fluidité, la rapidité des trajets qu'on peut faire entre ces villes-là. Si on ne le fait pas maintenant, si notre région n'y met pas le paquet pour développer ses accès au Lyon-Turin, eh bien ça veut dire qu'on aura le Lyon-Turin, mais sans les bénéfices qu'on pouvait avoir pour notre région en termes de facilitation de transport. Vous soulignez le maillage autour de ce Lyon-Turin. Tous les candidats défendent les petites lignes. Laurent Wauquiez lui-même affirme avoir sauvé des petites lignes en Auvergne. Est-ce qu'il n'a pas sauvé les bonnes? Est-ce qu'il n'a pas fait assez? Quel est votre diagnostic? Mais d'abord, il y a des petites lignes qui ont fermé sous Laurent Wauquiez. Enfin, je veux dire, si je vous en donne un seul exemple sur lequel beaucoup de gens se mobilisent, le tronçon Thiers-Bouin, par exemple. Donc, il y a des petites lignes, ou par exemple, plus près de nous, Perrache-Givors. Bon, il y a des petites lignes qui ont fermé sous le mandat de Laurent Wauquiez, contrairement à ce qu'il dit. Il va falloir rouvrir ces petites lignes. Il va falloir aussi apporter des solutions qui ne l'ont pas été, par exemple, sur le Lyon-Clermont, où il a fallu attendre la toute fin du mandat pour que M. Wauquiez s'intéresse enfin aux préconisations qui lui étaient faites par son opposition de gauche d'aller vers le train à hydrogène. On a perdu un temps fou. Il va falloir travailler enfin la liaison Lyon-Saint-Étienne sur laquelle pas grand-chose n'a été fait parce que le président de la région actuelle s'est entêté sur un projet qui ne
verra jamais le jour de la 45. Bon, il faut revenir sur cette question du ferroviaire. Et les accès au Lyon-Turin, eh bien, c'est une façon finalement d'améliorer le trafic pour les voyageurs. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ce sera un point de blocage avec les Verts pour le second tour? Comment on fait? Vous avalez votre chapeau, vous dites non, j'aurai une liberté de vote sur ce dossier-là, même si je fais alliance avec les Verts? Question. En fait, vous avez raison, c'est une bonne question. Oui, beaucoup de gens, d'accord. Beaucoup de gens nous interrogent à longueur de temps sur le fait qu'on soit partis chacun de notre côté à gauche. Je faisais partie de ceux qui auraient voulu qu'on parte rassembler, mais bon, tout le monde n'était pas sur cette ligne, donc on est partis chacun de notre côté. Je vais vous dire, l'avantage malgré tout à partir chacun de notre côté, c'est que chacun défend une identité, un ADN qui lui est propre. Et donc maintenant, c'est aux électeurs de nous dire quelle est cette identité qu'ils veulent voir en avant pour que la discussion entre nos trois forces de gauche en tienne compte. Donc la liste en tête aura le dernier mot. La liste en tête aura le dernier mot. Voilà, et vous vous alignerez. Et je termine juste en parlant des accès au Lyon-Turin, en disant que c'est aussi une question économique, parce que développer ces accès, c'est près de 10 000 emplois. On ne va quand même pas renoncer à 10 000 emplois dans un moment où on connaît un tel chômage. Alors justement, vous faites la transition vous-même. Votre priorité, c'est l'emploi. Le chômage a plus augmenté en Auvergne-Rhône-Alpes cette année écoulée que dans le reste du pays, près de 10% chez nous, 6% au niveau national. C'est quoi vos objectifs en termes d'emploi, puisque c'est votre priorité? C'est ma priorité absolue. C'est-à-dire que moi, je considère que la région doit se saisir à fond, ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui, de sa compétence développement économique d'une part et accompagnement de la jeunesse d'autre part. Et donc, pour ce faire, je souhaite faire de notre région une région laboratoire dans la capacité à déclencher le premier emploi des jeunes pour tous les jeunes qui cherchent leur premier emploi et qui ne le trouvent pas. Et pour ce faire, la région, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'organiser pour mettre en contact d'abord les offres d'emploi non pourvues dans les entreprises nombreuses qui cherchent dans notre région, avec les jeunes qui sont à la recherche, eux, d'un emploi. Elle va intervenir pour former en formation flash intensive les jeunes pour qu'ils soient bien qualifiés pour occuper ces postes. Et puis enfin, elle sera ce qu'on appelle caution de ce premier emploi, la région, c'est-à-dire qu'elle prendra, si besoin, en charge elle-même la période d'essai du jeune quand l'entreprise qui aurait voulu l'embaucher craint de ne pas avoir suffisamment de moyens. Donc le retour des emplois jeunes, des emplois aidés. C'est pas le retour de quelque chose qui existait avant, c'est une réponse dans la dentelle, adaptée à chaque situation. Lorsque, par exemple, le jeune en question, de 18 à 30 ans, c'est vraiment tous ceux qui sont à la recherche de leur premier emploi. Le jeune en question aimerait bien occuper le poste, mais il se trouve trop loin de chez lui, n'a pas les moyens de son transport ou de son logement. La région prendra en charge pendant les premiers mois ce transport et ce logement. En fait, la région devient un tiers de confiance entre l'entreprise et le jeune pour faire en sorte que le contrat se conclue et que le jeune soit en emploi. Et ça, je pense qu'on a les moyens de le faire. Vous voulez aussi donner un nouveau rôle à la région en créant une forme de structure qui investirait au capital des entreprises. Comment vous comptez sélectionner ces entreprises? Oui, c'est ça. Donc, en fait, nous allons créer un fonds d'investissement régional qui s'appelle le Fonds Impact Avenir, qui sera d'une puissance de feu de 1 milliard d'euros pour aller soutenir nos entreprises, les empêcher de faire faillite dans cette période quand même critique pour beaucoup, leur permettre d'embaucher ou de maintenir des gens en emploi. C'est toutes les entreprises, c'est celles qui respectent certains critères en matière de développement durable, de critères sociaux? Naturellement, notre intention est d'avoir un cap économique et pas de verser de l'argent comme ça a été fait ces dernières années. Donc l'idée, évidemment, c'est d'accompagner des entreprises en leur demandant de garder de l'emploi ou d'en créer et en leur demandant d'aller vers la transition écologique et sociale à laquelle nous aspirons. Mais là-dessus, soyons clairs, ma perception, ma compréhension de ce que doivent être des conditionnalités, c'est aussi qu'on accompagne les entreprises à y arriver, qu'on les accompagne à faire leur diagnostic en matière de transition écologique, qu'on les accompagne, y compris vraiment en leur fournissant ce service. Mais est-ce qu'une région a bien les compétences et la pertinence pour le faire? Rappelez-vous, Ségolène Royal qui avait investi par exemple dans une entreprise, un projet de fabrication de voitures électriques. On lui a beaucoup reproché les fonds perdus. Donc est-ce que c'est pas compliqué d'être investisseur en étant une région? Non, mais d'abord, les choses ont bien changé depuis cette époque et de ce point de vue, d'ailleurs, elle était plutôt à l'avant-garde, puisque maintenant, quand vous regardez autour de nous, vous savez, il faut comparer la région Auvergne-Rhône-Alpes aux autres régions. Si vous faisiez ce travail, vous vous rendriez compte que beaucoup de régions ont innové, ont créé des dispositifs extrêmement efficaces. Par exemple, le fonds anti-faillite de la région Occitanie est un peu équivalent à ce que je viens de décrire. Et là-bas aussi, d'ailleurs, c'est un fonds comme celui que je compte adopter, qui est abondé
financièrement à la fois par la région elle-même, par le secteur bancaire qu'on invite à venir dans ce fonds d'investissement et par les épargnants de la région. Et ici aussi, nous avons des tas d'Auvergnats-Rhône-Alpins qui ont envie de soutenir leur économie locale, qui ont fait de l'épargne. Donc malgré certains échecs dans ces investissements, vous dites qu'il faut persévérer. Moi, je pense que les entreprises qui créent des emplois, ce sont elles qui créent des emplois, ont besoin de nous en ce moment. Une entreprise sur 10 ne pourra pas rembourser son prêt garanti par l'État. J'ai vu un nombre considérable d'entreprises dans la région qui s'apprêtent à faire des plans sociaux. Évidemment, vous connaissez Dynastar, on pourrait citer Aubert et Duval pour laquelle les salariés ont beaucoup d'inquiétudes. On pourrait en citer beaucoup d'autres. On ne peut pas juste regarder les trains passer alors qu'on est dans une période post-Covid-19, post-crise économique qui réclame de la puissance publique, qu'elle soit là pour réagir. Votre priorité, c'est donc l'emploi, on l'a compris. Pour Laurent Wauquiez, la priorité, c'est la sécurité, alors même que ce n'est pas forcément une compétence de la région. On va écouter Laurent Wauquiez qui propose notamment, pour lutter contre ces phénomènes d'insécurité, de supprimer les aides aux délinquants et aux familles de délinquants. Je pense qu'il faut des sanctions. Parce que dans notre pays, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui ne respectent pas les lois de la République et qui, de l'autre côté, profitent de la République. Donc la région décidera de supprimer l'accès aux aides de la région pour les délinquants et pour les familles de mineurs délinquants. Parfois, voilà, il faut faire preuve d'un peu de courage, de détermination, il faut assumer ce à quoi on croit. C'est ce qu'on fait. Je pense qu'on ne peut pas continuer à avoir un système dans notre pays où il y a de plus en plus de violence et on ne met pas de réaction en face. Voilà, ça vous inspire quoi et qu'est-ce que vous proposez, vous, pour lutter contre l'insécurité ? La première chose que ça m'inspire, c'est qu'on se demande bien de quelles aides M. Wauquiez parle. Non mais sérieusement, s'il y a bien une chose qu'on peut constater, c'est que depuis 2015, tout ce qui aurait pu ressembler à des aides, par exemple la tarification sociale dans les transports ou dans les cantines scolaires qui permettait en effet aux plus modestes de payer moins que les autres, a été laminé par M. Wauquiez. Donc en fait, il parle de quoi ? Il parle du pass culture. On va supprimer le pass culture aux délinquants. Il faut être sérieux à un moment donné. Je veux dire, les grandes phrases qui visent à surfer sur les émotions, les anxiétés des gens, ça suffit. Ça suffit, c'est ça qui vous dégoûte de la vie politique. Et moi, je le comprends bien. Vous me demandiez comment se passe la campagne. Je vois beaucoup de gens qui sont complètement désenchantés de la capacité des politiques à changer quoi que ce soit dans votre vie quotidienne. Alors moi, je leur réponds qu'on n'est pas tous à mettre dans le même sac. Donc, mais ce vous-même, type de phrase, vous proposez une brigade régionale de civisme. Ça correspond à quoi concrètement ? Et ben là, on est dans du concret. Vous avez en effet aux alentours des lycées ou parfois dans les transports des vrais phénomènes d'insécurité, par exemple des points de deal ou du phénomène de harcèlement scolaire ou des tensions urbaines. C'est des médiateurs, des policiers régionaux, c'est quoi leur statut ? Vous avez besoin en effet de moyens humains. Je veux dire, face à l'insécurité, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de moyens humains, de gens qui sont là, qui sont formés pour être des forces de sécurité et qui interviennent au moment où il le faut. Donc oui, la région, avec moi, embauchera 1000 personnes qui seront des agents de sécurité et de civisme et qui se déploieront aux abords des lycées et qui pourront être mobilisés en partenariat avec la police, par exemple, pour intervenir lorsque des tensions se produisent dans l'environnement alentour. Rapidement, pour finir sur la sécurité, Laurent Wauquiez, lui, dit 300 000 € pour la sécurité lors du prochain mandat. Vous avez budgétisé, Laurent Wauquiez, qui propose des policiers dans les gares, les trains, des brigades de sécurité dans les lycées. Vous avez budgétisé ? Mais vous savez, Laurent Wauquiez, il faudrait quand même, à un moment donné, lui demander, par exemple, 2 choses. Que sont devenus les portiques de sécurité qu'il a mis en place en 2015 ? On s'en souvient de ça. Je me souviens, j'étais ministre de l'Éducation à l'époque et j'avais expliqué que d'une part, ça n'allait pas être très utile puisque par définition, en période d'attentat terroriste, la pire des choses à faire, c'est justement de provoquer un attroupement devant un lycée. Or, avec un portique de sécurité, vous retenez très longtemps les élèves. Et d'autre part, quelle est cette organisation ? Comment vous pouvez passer 1h30 à passer par un portique de sécurité avant d'aller en cours et plusieurs fois par jour. Donc en fait, que sont devenus les portiques de sécurité ? Je me suis renseignée auprès des proviseurs des lycées, ils rouillent sur place. Voilà une dépense. Donc quand vous me parlez des 300 000 €, je ne sais pas combien ça a coûté ces portiques de sécurité, mais voilà une dépense complètement inutile. Il y a de l'argent mal dépensé selon vous. Oui, évidemment, tout comme les caméras de sécurité par exemple, qui sont installées, mais dont les images n'arrivent à personne d'autre qu'à l'agent d'accueil du lycée. Enfin, c'est vraiment... Mais vous, votre budget pour la sécurité, vous avez une enveloppe à annoncer ou pas
spécialement. Nous tiendrons dans l'enveloppe budgétaire. Nous n'augmenterons aucune fiscalité, contrairement à ce que j'ai entendu ici ou là. Nous tiendrons au budget. Nous réorienterons les montants qui nous semblent plus pertinents à être utilisés dans cette sécurité, par exemple, que dans le financement d'autoroutes qui n'ont pas besoin d'être financées par la région, que dans le financement de la communication par coût de centaines de millions qui n'a pas vocation à être d'un tel montant pour une région comme la nôtre. Nous le mettrons dans chacune des mesures que je vous annonce. Encore un mot sur les lycées. Votre priorité, c'est quoi? C'est de construire des établissements? Il y a deux choses, il y en a même trois. S'agissant des lycées, c'est en construire là où il y a besoin. Et franchement, nous, on a identifié au moins 4 lycées nouveaux à construire. Dans le Nord-Isère, par exemple, dans le Bas-Chablais, dans le Nouveau-Rhône, dans l'Est lyonnais. Voilà, donc ça, c'est des exemples de manque criant avec une démographie lycéenne qui pourtant augmente et pas de réponse apportée jusqu'à présent. Il y a de la rénovation d'établissements. Je veux dire, il y a plein de lycées qui, franchement, sont dans des états qui font honte, quoi. Donc, on a prévu de rénover 38 lycées. On a prévu d'y mettre la fibre parce qu'il y a plein de lycées dans lesquels on ne peut même pas avoir véritablement accès à Internet. On a prévu également d'équiper les élèves en numérique. Vous savez que l'une des choses qui m'a quand même particulièrement choquée, j'en discutais avec la maire de Vaux-en-Velin, Hélène Geoffroy, c'est le fait que pendant le confinement, pendant qu'il y avait l'enseignement à distance, des élèves, notamment dans des quartiers populaires, se sont retrouvés comme ça chez eux à faire de l'enseignement à distance sans équipement informatique. Jamais la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est intervenue pour les équiper. D'autres régions l'ont fait. Ça a été fait en Île-de-France, par exemple, ou ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait ici? Donc on a laissé s'installer des injustices crasses entre les élèves et ça, c'est le genre de choses auxquelles il faut remédier. Et les bourses au mérite, vous allez les maintenir? Et les bourses, puisque nous parlons de bourses, la région est en charge des formations sanitaires et sociales. On n'en entend quasiment jamais parler, mais on a cette chance quand même, dans l'enseignement supérieur, d'être en charge des formations sanitaires et sociales. Donc tous ceux qui cherchent à être aides-soignants, par exemple, ou kinésithérapeutes, infirmières, etc. Nous allons augmenter de 30% les bourses sociales pour les élèves de ces formations. Et je crois que là, pour le coup, c'est particulièrement justifié parce que ce sont souvent des élèves venant de catégories populaires. Donc les bourses au mérite de Laurent Wauquiez pour les lycéens qui ont le bac avec mention très bien, 500 €. C'est stop ou encore? Pardonnez-moi, mais il faut que vous en parliez avec des proviseurs de lycée parce que tout ça, c'est une vaste plaisanterie. Beaucoup de proviseurs de lycée ont préféré ne pas recourir à cette bourse au mérite, prime au mérite, qui leur demandait au fond, au sein de leur établissement, de sélectionner un élève particulièrement méritant. Bon, voilà, je veux dire, il y a une façon de reconnaître le mérite, on le faisait d'ailleurs avant dans cette région, qui consiste à organiser des cérémonies, à valoriser les gens, mais tout ce qui est discours un petit peu dogmatique, venir préférer le mérite au social... Enfin, franchement, est-ce qu'on a vu la précarité dans ce pays? Oui, c'est important d'augmenter les bourses sociales sur critères sociaux. C'est important de saluer le mérite. Mais financièrement, si on doit avoir une priorité, c'est bien le critère social. Une question des internautes tout de suite via les réseaux sociaux. Vous pouvez participer à l'émission. Regardez la question. Souhaitez-vous relancer la création de parcs naturels régionaux, Najat Vallaud-Belkacem? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que figurez-vous que... Vous étiez... Oui, j'étais dans la Dombe ce matin et il y a bien un regret qui est partagé par de nombreux élus de ce territoire, c'est que le parc naturel régional de la Dombe n'ait pas vu le jour, alors que, pour le coup, tout avait été fait pour. Et que c'est pour des raisons extrêmement, là encore, dogmatiques, conservatrices, que M. Wauquiez l'a arrêté. C'est dommage parce qu'un parc naturel régional, c'est l'occasion à la fois de préserver la biodiversité, et on en a vraiment besoin dans cette région, puis de faire travailler ensemble des acteurs très différents, y compris pour améliorer leur production, leur distribution. Enfin, voilà, donc les acteurs de l'agriculture savent de quoi je parle. On passe à la dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou avec des réponses du tac au tac. La première avec Lionel. Même si vous échouez à ces élections régionales, est-ce que vous auriez envie de vous présenter à des primaires pour la présidentielle? Ça n'est pas mon intention, non. Vous dites, Najat Vallaud-Belkacem, j'ai arrêté la politique pendant quelques années, sinon on est comme un hamster dans une roue, on n'a plus d'idées. Vous pensez à qui? Vous visez qui? Mais je ne vise personne et ça n'était pas péjoratif mon propos, mais c'est simplement, je fais remarquer en effet que finalement l'effort qui a été le mien de prendre du champ, de la distance,
Je le trouve, à titre personnel, plutôt vertueux et je pense que la politique gagnerait à avoir ce type de comportement plus régulièrement. Vous êtes soutenu par le Parti occitan, ça veut dire que vous défendez les langues régionales, vous êtes pour les écoles immersives qui ont été récemment censurées par le Conseil constitutionnel ? Oui, en effet, j'ai la chance de compter le Parti occitan sur la liste des 10 formations de gauche qui nous accompagnent dans cette candidature. Et oui, j'ai regretté honnêtement que la loi Molac qui a été présentée ait fait l'objet d'un tel combat de la part du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, parce que c'est ça qui s'est passé et qu'il l'a mise en difficulté, alors que finalement, ça ne visait qu'à reconnaître une réalité, c'est qu'il y a des langues régionales, que c'est une chance, une richesse de notre patrimoine culturel que de les avoir et que, on devrait pouvoir au contraire les valoriser. Najat Vallaud-Belkacem, BFM Lyon, TV8 Mont-Blanc, TL7 à Saint-Étienne et Télé Grenoble vous ont proposé de participer à un débat, vous l'évoquiez, un débat avec tous les candidats assez régionaux. Tous ont accepté, sauf Laurent Wauquiez qui refuse ce débat. Est-ce que vous le regrettez, débat qui du coup est annulé ? Bien sûr que je le regrette, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas s'étonner que l'élection régionale ne soit pas dans l'esprit des gens si on ne se saisit pas de toutes les occasions de la faire exister. Il fait de l'anti-jeu ? Il fait de l'anti-jeu, bien sûr. Son intérêt visible est de ne provoquer aucun débat qui viendrait à mettre la lumière sur son bilan calamiteux, car son bilan est évidemment calamiteux depuis 6 ans, et ni sur son projet, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure de sécurité. Vous pouvez me dire quel est le projet de M. Wauquiez ? Vous pourriez ici m'interroger sur l'emploi, l'économie, vous l'avez fait, sur le social, vous pourriez m'interroger sur le pouvoir d'achat que je compte rendre aux habitants de cette région. Mais M. Wauquiez, ce sera sans réponse, parce que la vérité, c'est qu'à part la sécurité, on n'a rien entendu, on ne sait rien de ses intentions. Donc attention à ne pas se faire voler cette élection, je le dis vraiment aux habitants de cette région. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Lyon. Najat Vallaud-Belkacem, on voit la liste des autres, de tous les candidats. Merci Lionel et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique.